Conversation du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard avec la revue Capital Social. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour notre émission Question Éco, consacrée aux grands enjeux économiques et sociaux. Et alors, c'est la première de l'année 2025. Alors, bien sûr, c'est l'occasion de vous souhaiter à tous une excellente, une belle et une sainte année 2025. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est celui de l'insécurité. Il y a une montée de l'insécurité. C'est un sujet sensible, c'est un sujet polémique. Il est devenu, ces dernières années, un enjeu politique majeur, voire décisif. C'est un sujet politique, mais c'est également un sujet économique, car l'insécurité a un coût, et la faiblesse de l'État en matière de sécurité intérieure a un prix. Alors, pour parler de ce sujet, je reçois avec plaisir aujourd'hui Christophe Héauge-Duval, conseiller d'État et auteur d'une enquête passionnante, détaillée, documentée, publiée aux éditions Erol en juillet 2024 et intitulée « Le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance de l'État ». Christophe Héauge-Duval, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de KTO. Donc effectivement, je leur souhaite à eux aussi, et comme à vous-même, une très belle année, une très sainte année, comme on dit sur cette chaîne. Et j'enclenche complètement cette formule qui est jolie. Très bien. Alors, vous êtes haut fonctionnaire, Christophe Héauge-Duval, au Conseil d'État. Vous avez commencé en 97 au grade d'auditeur, puis vous avez été maître des requêtes et enfin conseiller d'État depuis 2011. Haut fonctionnaire, Conseil d'État. Alors, la mission du Conseil d'État, c'est à la fois une juridiction, la juridiction de l'ordre administratif la plus élevée, un peu comme la Cour de cassation, c'est peut-être, et puis un rôle de conseil juridique pour le gouvernement, c'est ça ? Alors, vous avez excellemment résumé les fonctions du Conseil d'État, que je ne représente pas ici même. Oui. Vous l'avez cité, mon grade et mes fonctions, mais je suis un citoyen libre et je m'exprime absolument sans engager, bien sûr, la maison auquel j'appartiens. Mais effectivement, c'est une institution fondamentale de la République et en même temps, on va dire, qui a transcendé tous les régimes, puisque lorsque le consul Bonaparte, dans la Constitution de l'an 8, restaure ou instaure le Conseil d'État, il ne fait jamais que reprendre l'institution qui avait très bien fonctionné sous les rois de France, depuis environ, je vais dire, Philippe Auguste, qui avait un Conseil du roi, alors qui s'est appelé ensuite Conseil d'État, etc. Et même les expressions très, très, très touchantes, très ancien régime de maître des requêtes et de Conseil d'État sont directement issus de l'ancien régime. Donc il y a une belle transcendance, des fois, parfois, dans les institutions républicaine et française, tout simplement. Oui, il y a une continuité malgré toutes ces ruptures historiques. L'ancien régime, voilà. La Révolution, un peu le chaos, il faut bien le dire derrière, après Napoléon, et puis il restructure tout ça. Mais il y a un héritage qui est repris. Il y a un héritage qui est repris parce que finalement, c'est j'allais dire, l'excellence de l'État, c'est en général quand elle tire parti des expériences et quand elle sait justement trouver dans cette continuité les bonnes solutions, les bons fruits qui ont fonctionné. Et de ce point de vue, effectivement, il a même fait florès dans d'autres pays, puisqu'il y a l'existence d'une institution proche. Alors, dans leur nom, parfois, c'est le même. Dans les compétences, c'est pas toujours la même chose. Mais enfin, Napoléon a essaimé des conseils d'État un peu partout en Europe. D'accord. Alors, vous êtes juriste de formation, droit public, droit social. Vous avez fait une école que je vais citer, c'est l'école d'administration des affaires maritimes à Bordeaux. Et vous n'êtes pas arrivé au Conseil d'État par l'ENA, en fait. Non, alors je ne suis pas arrivé effectivement au Conseil d'État par l'ENA et par les premiers sorties des rangs de l'ENA, et parce que le Conseil d'État a aussi une tradition qui est à préserver, qui est absolument fondamentale, qui participe de la diversité, ou en tous les cas un petit peu de diversité au sein de l'énarchie, puisqu'un Conseil d'État sur 4 est issu de ce qu'on appelle, alors c'est une formule un peu compliquée pour les auditeurs, le tour de l'extérieur, donc c'est une nomination en dehors du concours, on va dire, voilà, pour résumer. Et donc, j'ai déjà commencé à avoir une carrière de fonctionnaire, alors plus exactement d'ailleurs d'officier de la Marine nationale, puisque j'étais, comme vous l'avez souligné,
vous connaissez bien ma carrière, mon CV. Moi, je me suis renseigné. Vous êtes très bien renseigné, en tout cas à KTO, c'est normal. Et donc, administrateur d'affaires maritimes, c'est une fonction d'officier de la Marine nationale qui s'occupe des affaires civiles de la mer. Et après 10 ans de cette carrière, j'ai été nommé par décret du président de la République au Conseil d'État en 1996. Voilà. Alors, ce n'est pas un hasard, j'imagine, si vous avez travaillé un temps au secrétariat d'État chargé de la mer, donc auprès là, du politique, voilà, auprès d'un ministre, bien sûr, conseiller, puis vous avez été conseiller aux affaires juridiques, j'ai vu ça, au secrétariat général de la Défense nationale. Voilà, j'ai effectivement une carrière assez éclectique de hauts fonctionnaires touchant à différents sujets. Sujets sociaux, sujets même de la culture. J'ai longtemps été aussi secrétaire général d'une autorité de régulation des ventes aux enchères. Et puis j'ai été... voilà, aujourd'hui, je suis à nouveau dans la fonction juridictionnelle puisque je suis président de chambre. Et puis au Conseil d'État, vous l'avez souligné, nous avons un rôle de conseil juridique du gouvernement. Et en l'occurrence, je suis membre de la section sociale. Et vous êtes un homme de culture aussi, puisque vous parlez de culture. Je crois que vous aimez beaucoup le théâtre, toutes les activités culturelles. Ça fait partie de vos passe-temps favoris. Effectivement, c'est un passe-temps dévorant dans un emploi du temps qui est assez contraint. Mais j'essaie d'y trouver un petit peu de ce temps-là. Et c'est vrai, j'aime beaucoup le spectacle vivant. Je m'y suis lancé à titre évidemment bien sûr de dilettantisme culturel total et bénévole. Je m'y suis lancé d'abord dans des spectacles, on va dire, qui n'étaient pas du tout spirituels ou religieux. Et puis l'hameçon m'a mordu en 2016 de faire un spectacle sur les évangiles. Il y en a un qui s'est appelé Yeshua, que j'ai fait jouer en 2016. Donc c'est Jésus en hébreu, c'est ça ? C'est Jésus en araméen. En araméen et hébreu, c'est les deux consonances sont proches. Et puis je tourne actuellement, alors je lance cet appel. Allons-y. J'en profite, vous me tendez la perche, alors j'en profite. Oui, je tourne actuellement un spectacle, enfin l'association théâtrale dont je dirige tourne un spectacle sur Catherine Labouré, voilà, qui s'intitule Catherine Labouré, un cœur brûlant de charité. Alors Catherine Labouré, peut-être les uns les autres le savent évidemment, c'est la sainte voyante des apparitions de la rue du Bac. La fameuse rue du Bac. Ouais. Voilà, la fameuse rue du Bac, un ticket de métro pour aller à Lourdes à Paris. Oui, c'est ça. Ça suffit. Et il a un peu augmenté. Et sa fameuse médaille. 2 €, mais enfin, c'est quand même moins cher que parfois d'aller très très loin. Et c'est évidemment un sanctuaire absolument inouï, parce que je crois même qu'en statistique... C'est à vérifier, mais en statistique, la fréquentation de la rue du Bac est pas loin d'être en dessous de celle de la Tour Eiffel. Bien sûr, Notre-Dame de Paris était au-dessus encore avant, mais bon, elle a fermé pendant un certain temps. Ça va revenir. Donc c'est un lieu extrêmement fréquenté par les touristes ou des pèlerins étrangers. Voilà, alors ce spectacle, il joue dans les paroisses et qu'il accepte de le prendre. Appel aux paroisses alors. Vous nous entendez, messieurs les curés. Show. Voilà, c'est appel aux paroisses. Demandez-nous les coordonnées de Christophe. Ou renseignez-vous sur Internet peut-être. Absolument, oui. Et ce spectacle nous avait été commandé par la rue du Bac elle-même pour les 190 ans des apparitions. Et nous avons toujours une sœur ou un père lazariste, en général c'est plutôt toujours une sœur de la rue du Bac qui assiste au spectacle et qui à la fin, il y a une deuxième partie qui est celle de parler avec le public, dont certains, des fois, découvrent complètement l'existence de Catherine Labouré, parce qu'on connaît un peu la rue du Bac, très peu et très mal l'origine de ses apparitions, et c'est un rayonnement qui est absolument essentiel, car il faut faire connaître la médaille miraculeuse. Voilà, mais tout ça nous éloigne beaucoup de nos sujets. Oui, alors on va y revenir, laïques. parce que vous avez un emploi du temps, vous l'avez dit, qui est assez contraint, c'est chargé, et vous écrivez en plus. Et en plus, j'écris. Vous trouvez le temps d'écrire. J'imagine que vous faites ça le matin, entre 5h et 7h du matin, j'en connais qui font ça. En tout cas, 2 essais en 2024, c'est pas rien. Un essai au mois de février, c'était l'inflation normative quand la France crève de trop de lois. Au moins, ça a le mérite de la franchise, édité chez Plomb, qui a eu le prix du livre économique de BFM Business, soulignons-le. Et le livre qui va nous occuper aujourd'hui, c'est Le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance de l'État aux éditions Erol, en septembre 2024. Et je précise, avant de rentrer dans le vif du sujet, que vous avez publié un essai chez Artege qui s'appelle « Vous serez dans la joie, le coming out chrétien d'un haut fonctionnaire ». Donc vous êtes haut fonctionnaire, conseiller d'État, et vous assumez pleinement qui vous êtes catholique. De toute façon, je vous dirais que
à l'heure de la transparence, d'abord, je crois qu'on ne peut pas le cacher. Et puis, il suffit de taper sur Google et on va trouver, évidemment, bien sûr, forcément, j'ai fait peut-être un spectacle sur Catherine Labouré dont on vient de parler. Évidemment, ça ne va pas m'identifier comme un partisan de tel ou tel autre culte ou de l'absence totalement de culte. Donc, j'assume. Voilà, D'accord. Ce n'est pas forcément un élément favorisant la carrière, mais tant pis. Oui, mais c'est une de vos caractéristiques, j'ai trouvé en lisant votre livre, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait une parole franche, une parole claire, mais avec de la nuance, de la mesure. Donc les deux vont ensemble dans votre démarche. Et surtout, vous documentez énormément tout ce que vous dites. Hein. Beaucoup de chiffres, beaucoup d'études, beaucoup d'enquêtes. Et vous avez mené quand même, on peut appeler ça une enquête. D'ailleurs, c'est dans votre titre, cette enquête sur la question de la sécurité intérieure. Et vous dites, la sécurité routière, on a fait des progrès extraordinaires pour la réduire, pour protéger les Français de la violence routière, on peut l'appeler comme ça, j'imagine. On a pris beaucoup de mesures en se basant sur des études, sur des statistiques, des chiffres, etc. Et ce volontarisme politique, on ne le retrouve pas très curieusement dans la sécurité tout court des Français. Et les chiffres de la sécurité routière sont publiés fréquemment, tant de morts sur la route, etc. Les chiffres, par exemple, des homicides, en revanche, pour les avoir, c'est même une enquête qu'il faut mener. Et vous commencez, ou vous arrivez assez rapidement dans votre livre, à dire, mais combien de vies sacrifiées ? Donc vous avez compté. Effectivement, alors c'est intéressant le parallèle que vous faites et que je fais d'ailleurs précisément avec la direction de la sécurité routière et avec la lutte contre l'insécurité routière, la lutte contre la violence routière. Cette expression a été maintenant bien reprise par les communicants de la direction de la sécurité routière et ils ont raison. Alors moi, je suis un petit garçon qui est resté marqué. C'est incroyable d'avoir ce souvenir-là parce que j'étais pas grand. Et j'ai vu à la télévision, qui était à l'époque le seul poste de télé qu'on avait à la maison, en noir et blanc, ou en tous les cas, il n'y avait qu'une seule chaîne, le RTF. Et je me souviens très précisément de cet événement en 1973 où Georges Pompidou avait tapé du poing sur la table en disant 17 000 morts par an accidentés sur la route. C'est insupportable d'accepter ce fatalisme. Il faut faire quelque chose. C'est le premier homme politique qui a fait preuve de volontarisme. Et il avait commandé au RTF de faire un coup d'éclat, de faire une prise de conscience de l'opinion publique. On ne disait pas encore peut-être cette expression. Et on avait fait jouer aux habitants de Mazamet, qui représentaient en 1973 exactement le nombre de morts qui avaient eu sur la route l'année précédente ou l'année en cours. Je crois que c'était d'environ 13 000 morts et quelques. Et ces habitants ont tous joué devant les caméras de mimer la mort. Alors en étant sur la chaussée, dans leur bureau, dans leur appartement, etc. Et la caméra s'était promenée dans tout Mazamet pour filmer cet événement. Ça m'a marqué en tous les cas, et c'est le déclenchement d'un politique de volontarisme pour faire descendre les chiffres de l'insécurité routière. C'est encore insuffisant, mais il y a des résultats. Mais il y a des résultats époustouflants. On y a mis les moyens, tous les moyens, y compris d'abord sur le volontarisme, puisque l'insécurité routière a baissé quand même de 84% entre 1972 et 2001. Donc c'est une baisse absolument très importante. Alors que dans le même temps, et c'est ce que je souligne, la sécurité tout court, enfin la sécurité de droit commun, celle que les Français comprennent mieux par ce terme-là, n'a pas fait les mêmes progrès. Voilà. C'est presque un tabou même. Et c'est un tabou. Alors d'un côté, il y a un volontarisme, on y met éventuellement les moyens budgétaires, on y met des normes, on y met des statistiques, on y met un aiguillon. Voilà. Alors c'est pas encore parfait et il y a sans doute, à mon avis, on est encore dans les 2500 tués sur la route, on est encore très loin de ce que l'on devrait et pourrait faire. Voilà. Parce que là aussi, sur la sécurité routière, je fais juste cette petite incartade, mais vient s'incruster le tabou de l'insécurité tout court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé au point où on ne veut pas admettre la convergence
qu'il y a entre l'insécurité de droit commun et probablement la violence routière, c'est-à-dire celle que les personnes qui sont potentiellement dangereuses sur la route sont en réalité souvent des personnes délinquantes ou à comportement délinquant dans la vie courante. C'est-à-dire que si on fait partie de ceux une population délinquante dans la vie tout court, il est rare en général qu'on respecte le feu rouge ou qu'on respecte la limitation de 90. Oui, ça et va ça ensemble a des conséquences. Bien souvent. Voilà. Pas tout le temps, mais bien souvent. Et cette convergence aujourd'hui ne veut pas être faite et n'est pas faite correctement. Mais je ferme cette parenthèse. C'est un progrès qui est à faire encore par la direction sécuritaire, en direction avec les autres directions de la sécurité tout court. Et c'est un appel que je lance peut-être au ministre de l'Intérieur de se préoccuper de ce sujet. Oui, alors combien de vies sacrifiées vous avez compté ? Comment vous avez compté en quelques mots ? Alors en quelques mots, c'est une enquête effectivement parce que le scandale, où on arrive en tout cas à la conclusion que c'est un scandale d'État, alors je mets le D apostrophe, c'est qu'effectivement ce nombre d'homicides aujourd'hui en France est extrêmement mal connu, extrêmement mal documenté, parce que d'abord il y a une problématique de division de l'État dans ses différentes composantes. La justice fait des statistiques, l'intérieur fait des statistiques, les ministères en charge des différentes politiques de sécurité, type par exemple, on l'évoquait, la sécurité routière, c'est le ministère des Transports, en co-autorité avec le ministère de l'Intérieur, bien sûr, parce que la direction de la sécurité routière est à cheval sur les deux. Ça va être le ministère de la Santé pour les problèmes liés aux homicides liés à la santé, le ministère de l'Écologie pour les problèmes d'homicides liés aux conséquences écologiques ou pas d'une catastrophe. Et tout ça, aujourd'hui, n'est pas consolidé. Voilà. L'information n'est pas consolidée. D'une part, alors, pour trouver le nombre d'homicides, on va dire, de droit commun, vous avez dû enquêter. Alors, il faut enquêter. Rassembler les sources. Il faut enquêter, il faut rechercher les sources. Les sources, bien sûr, sont quand même principalement, parce que le principal est tout de même du côté, pour les homicides, ce qu'on appelle les homicides volontaires, c'est du côté, effectivement, du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur qu'on peut arriver à les recouper. Et il y a toute la zone qui peut être un peu grise des homicides involontaires, c'est-à-dire ceux qui sont pas forcément fait avec l'intention de tuer, mais qui ont la conséquence effectivement qu'une personne est décédée. C'est les accidents de la route, les premiers cas de figure. Mais il y a un nombre considérable d'homicides involontaires qui ne sont pas liés aux accidents de la route, qui peuvent être liés à une intoxication alimentaire, qui peuvent être liés à des accidents écologiques, etc. Et donc il faut enquêter. Et le problème aussi vient de ce que l'État, là, commet, j'allais dire peut-être une faute structurelle, qui est que quand l'évalueur et lui-même l'évalué, ça fonctionne toujours très mal. Il faut donner à des autorités extérieures, j'allais dire à celles qui sont responsables de l'action courante, la possibilité et le devoir de calculer exactement les chiffres et de les évaluer par rapport à ceux qui sont donnés. Ces chiffres, on va les évoquer en deuxième partie d'émission, sur effectivement le nombre d'homicides de droit commun, homicides volontaires ou quelque chose approchant que c'est les coups et blessures ayant entraîné la mort, c'est-à-dire une agression, cette insécurité-là. Et on parlera aussi du prix de la vie humaine, de la question de l'indemnisation et du coût socio-économique, et là on est dans le sujet de notre émission, de l'insécurité en France. En attendant, on va écouter un artiste français formidable qui s'appelle Thomas Fersen. Alors c'est une chanson de circonstance. Le titre de cette chanson est Monsieur, tout simplement. Et c'est une chanson sur l'histoire d'un assassin. Histoire de l'assassin racontée par son domestique. Et à la barbe des voisins qui le trouvent sympathique, Monsieur est un assassin. Je suis son domestique. On écoute Thomas Fersen. Les passants sur son chemin soulèvent leur galure. Le chien lui lèche les mains. Sa présence se rassure, voyez cet enfant qui beugle, par lui secouru, et comme il aide l'aveugle à traverser la rue, dans la paix de son jardin, il cultive ses roses, monsieur est un assassin. Quand il est morose, il étrangle son semblable, dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable, quand il a le bourdon, à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique et je classe le dossier
Sous les églantines, je suis un peu jardinier et je fais la cuisine. Il étrangle son prochain quand il a le cafard. Allez hop dans le bassin, sous les nénuphars, et je donne un coup de balai sur le lieu du crime où il ne revient jamais, même pas pour la frime, sans éveiller les soupçons. Aux petites heures, nous rentrons à la maison. Je suis son chauffeur, la 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 la. Car sous son air anodin, c'est un lunatique, monsieur est un assassin. Chez lui c'est chronique, il étrangle son semblable. Lorsque minuit sonne et moi je pousse le diable. Dans le bois de Boulogne, le client dans une valise, avec son chapeau, prendra le train pour Venise. Et un peu de repos, il étrangle son semblable. Dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable. Quand il a le bourdon, à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin, je suis son domestique. Vous allez prendre monsieur, je vais perdre ma place. Vous allez prendre monsieur, hélas, 3 fois hélas, mais il fallait s'y attendre. Et je prie votre honneur humblement de me reprendre comme serviteur, et je classerai ce dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine. Alors nous avons entendu Thomas Fersen dans cette chanson Monsieur, c'est le domestique de Monsieur qui est un assassin. Il dit je classe le dossier sous les églantines, une manière élégante de dire les choses. Et c'est une très jolie mélodie. Une très jolie mélodie, excellent Thomas Fersen. Vous êtes allé aussi chercher un peu sous les églantines, les chiffres qui, comme vous nous l'avez expliqué en première partie d'émission, ne sont pas consolidés, ne sont pas accessibles facilement. Homicide volontaire, vous avez étudié sur une décennie, 2010-2020. Voilà. J'ai voulu rester, comme un chercheur, sur une période qui n'est pas trop d'actualité, pour ne pas tomber dans les polémiques et autres. Donc 2010-2020, c'est une décade, et ça donne une impression tout à fait scientifique d'étudier les choses. 2 enseignements. Donc comme je l'ai dit, c'est la statistique de l'État n'est pas à la hauteur. Pourquoi c'est important de le souligner ? C'est parce que quand on veut conduire une politique de sécurité publique, on a d'abord des indicateurs. Dès lors qu'on n'a pas d'indicateurs, ça veut dire que c'est flou, et ça veut dire qu'on ne sera pas en mesure de rendre compte aux citoyens de l'évolution et des bénéfices d'une politique que l'on conduit. Donc premier point, l'État doit se donner un indicateur du taux d'homicide, parce que c'est en le suivant pas à pas que le garde des Sceaux et que le ministre de l'Intérieur sont en mesure de rendre compte de leur politique auprès du Parlement, auprès des citoyens. Alors pour aller rapidement à 2 indications, moi je rassemble effectivement à la fois les homicides volontaires et les homicides involontaires parce que je remonte tout cela à une conséquence extrêmement importante, c'est que c'est une violation du second des droits de l'homme. On ne le mesure pas assez, et notamment les homicides volontaires, quelque part, ne prennent pas assez en compte dans les jugements et dans les quantums la gravité au plan des droits de l'homme, de ce qu'est l'abolition d'une vie humaine, mais alors encore plus, évidemment, dans le domaine des homicides involontaires, où l'on voit des peines avec sursis qui scandalisent toujours en général l'opinion publique, parce que justement, dans l'échelle des valeurs que le juge pénal applique, il n'a pas pris conscience lui-même que c'était l'abolition d'une vie humaine qui avait été opérée, donc la violation du 2e des droits de l'homme. Je rends hommage en 2020 à 3369 personnes au minimum homicidées. J'y ai retranché de ce chiffre ce que je considère être, à la différence de ne pas leur rendre hommage, c'est les règlements de compte entre malfrats. Les crimes crapuleux. Oui, c'est 115 à peu près, une petite moyenne de 115 homicides tous les ans, parce que, j'allais dire qu'ils l'ont bien cherché, ils se sont appliqués la peine de mort. Eux n'ont pas aboli la peine de mort, ils se l'appliquent entre eux.
Malheureusement, c'est toujours une vie en moins, bien sûr, mais je ne leur rends pas hommage. Et en revanche, je mets en exergue un taux d'homicidés. Alors ça, c'est droit commun et les homicides involontaires, qui ont comme caractéristique commune d'être ensemble une violation du droit de l'homme à la vie, et ensuite, qui ont comme caractéristique, on verra peut-être un peu plus tard, de devoir donner lieu, à mon sens, à une réparation, à une sanction. Oui, on va en parler. Voilà, on va en parler. Mais c'est le nombre d'homicides de droit commun même a tendance à stagner ou à ne pas augmenter. Voilà. Et là, c'est un paradoxe qu'évidemment, il faut tout de suite lever parce qu'il est utilisé et exploité par des gens mal intentionnés par rapport aux statistiques dont on peut toujours faire dire tout ce qu'on veut. En vérité, heureusement, d'une certaine façon, que les homicides de droit commun, les homicides volontaires, stagnent ou n'augmentent pas de manière flagrante parce que il y a les progrès, c'est drôle de le dire, et heureusement d'ailleurs, les progrès du téléphone portable, les progrès de la police qui intervient assez vite, du 15 qui arrive à sauver la personne d'un décès absolu. Mais ça ne veut pas dire que l'insécurité baisse. Voilà, parce qu'en vérité, il y a une statistique que j'ai mis en exergue, j'ai découvert que d'autres criminologues avaient exactement fait le même constat que moi sans se concerter, c'est ce qu'on appelle le critère de la violence mortifère. Il faut additionner les tentatives d'homicide, aux homicides eux-mêmes. Et alors là, le chiffre, il explose. Oui, entre 2010 et 2020, si on ajoute les tentatives d'homicide, on passe de 2139 à 4448. Exactement. On est sur une croissance de 110% d'augmentation sur 10 ans. Et ça continue. Je ne vous ai pas donné l'actualisation des chiffres, mais ils sont toujours en progression. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait en 2020 12 homicides ou tentatives d'homicide par jour en 2020. Nous sommes à peu près aujourd'hui à 14. Bon. Alors ça reflète quoi ? Ça reflète qu'évidemment qu'il y a des gens qui n'ont pas la conséquence de mourir d'un acte d'insécurité. Mais enfin, mais cette doctoresse qui, il y a quelques mois, on en a entendu parler dans un parking de Wagram, a eu la gorge quasiment tranchée par un acte crapuleux, elle n'est pas comptée dans les homicidés. Mais en vérité, sa vie est très largement atteinte dans des conséquences inimaginables. Alors, elle ne compte pas dans les homicidés, et on l'a fait disparaître dans ce qui est la vraie violence, celle qui devrait préoccuper chaque garde des Sceaux, chaque ministre de l'Intérieur. Il devrait avoir cet indicateur sous les yeux. Est-ce que j'arrive à faire baisser cette courbe comme je fais baisser ou comme je cherche à faire baisser la courbe de l'insécurité routière? On voit qu'il y a une bataille des chiffres dans le débat public. Et cette bataille des chiffres... Pourquoi certaines personnes cherchent à minimiser absolument ? Alors, il y a malheureusement, on ne peut pas dire les choses autrement, il y a malheureusement une approche idéologique, un sorte de déni de la violence, parce que ce déni de la violence tout court a des ressorts idéologiques qui font nier, j'allais dire, que la Terre est ronde, et voilà, et parce qu'on ne veut pas reconnaître en quelque sorte l'échec et l'impuissance des politiques de sécurité qui ont été menées jusqu'à présent et dont les résultats, dont les fruits sont donnés par les statistiques, ils ne sont pas bons. Depuis 10 ans, nous ne faisons pas baisser cette courbe. Et je ne prédis pas, malheureusement, qu'en quelques années, nous la ferons baisser. Parce qu'il y a une sorte de dynamique, il y a une sorte de tendance haussière qui ne se casse pas comme ça en l'espace d'un coup de baguette magique, et même par le ministère du Verbe, comme parfois certains hommes politiques nous y habituent. Voilà. Le système Coué n'est pas la solution de résoudre les problèmes de sécurité. Alors ça a des conséquences socio-économiques. On va parler du coût socio-économique de l'insécurité. C'est que ça coûte cher. Au bout du compte, et même très cher. Et avant cela, puisque vous évoquez la question des réparations, la question du prix de la vie humaine. Vous vous souvenez de cette chanson de Téléphone, « Argent trop cher, la vie n'a pas de prix ». Et pourtant, la vie n'a pas de prix, c'est vrai, philosophiquement, c'est sans prix, c'est inestimable. Et pourtant, elle a un prix, on peut l'estimer. Et vous avez aussi travaillé sur cette question de chiffrage du montant, que devrait être le montant normal, en quelque sorte, d'une réparation, d'une vie haute et réparation, bien sûr, pour les proches. Absolument. La vie n'a pas de prix. Alors, évidemment, je suis sur une radio
catholique, donc je connais un peu mes références. Je sais, elle a un prix, au contraire, dans l'Évangile, on nous explique qu'elle a le prix de 10 000 talents. Oui. Voilà, ce qui est une somme incommensurable, même encore aujourd'hui. 10 000 talents, 60 millions de pièces d'argent. Ah, c'est ça, oui. Nous ne serions pas aujourd'hui alignés pour chacun d'entre nous ce prix de la vie humaine. Bon, mais c'est évidemment une métaphore très, très importante. Je ne vais pas la discuter là aujourd'hui. Le fait de dire que la vie n'a pas de prix a effectivement été un peu une manière hypocrite et pharisienne d'occulter le fait que nous ne la réparons pas à la hauteur qu'elle mérite. D'abord à la hauteur, philosophiquement, de ce qu'est l'atteinte à la vie. C'est le deuxième des droits de l'homme que nous abolissons. Or, il y a bien des droits de l'homme, j'allais dire inférieurs, malgré tout, en dignité ou en majesté, ou en importance, qui sont tous les jours réparés par les tribunaux. Nous avons tous les jours l'exemple que si des détenus peuvent prouver les conditions indignes de détention, ils font condamner l'administration pénitentiaire. En moyenne, 6 000 € de réparation sont accordés par le juge pour violation du troisième des droits de l'homme, qui est celui des conditions indignes de détention et d'arrestation. Et là, il y a un barème que les juges, effectivement, s'appliquent. Et voilà. Et donc, là, on sanctionne l'État. Bien. Et pour le reste, une vie humaine est abolie. Qui en paye le prix ? Eh bien, j'allais dire presque personne, parce que l'État s'est déresponsabilisé ou s'est créé une bulle d'irresponsabilisation pour ne pas avoir à rendre compte du fait que c'est lui qui est quelque part le créancier d'un droit de l'homme, celui de vivre de manière saine et sauf, et alors qu'il ne se prive pas, j'allais dire, d'imposer aux autres, les opérateurs privés, les opérateurs économiques, de eux-mêmes, par contre, devoir rendre l'obligation de sécurité de résultat à leurs clients, à leurs salariés, à leurs usagers. Bon, si vous êtes transporté par la SNCF et que malheureusement la SNCF vient à dérailler un train qui a malheureusement des accidentés et notamment un accidenté mortel, la SNCF aura l'obligation de rendre des comptes, de ne pas pouvoir s'excuser de la complexité du transport ferroviaire, de son caractère absolument rarissime d'un accident, etc. Elle est tenue à une obligation de sécurité de résultat et elle en paie le prix. L'État est le seul opérateur, on va dire, quelque part, qui a une obligation normalement de devoir nous assurer la sécurité, puisqu'il nous a ôté, à juste titre, tous les moyens de nous défendre, pour les remplacer par ses propres moyens. En quoi rend-il compte de l'insécurité lorsqu'évidemment, bien sûr, elle se produit? Eh bien, aujourd'hui, de rien. Et on ne le chiffre pas. Alors, et les tribunaux, alors, c'est la loterie? Eh bien, c'est d'abord pas la loterie. C'est souvent pour les victimes, je le dis, les victimes sont victimes plusieurs fois de suite. Première fois, elles sont victimes de l'acte qui leur est commis. En général, toutes les victimes peuvent vous témoigner à votre micro, à votre antenne, qu'elles sont victimes une seconde fois du parcours du combattant qu'elles doivent vivre et subir pour obtenir des indemnisations de misère, parce que l'État va trouver des mécanismes de substitution à la personne mise en cause, qui en général est insolvable ou crée son insolvabilité. Mais ces barèmes sont des barèmes ridicules qui ne correspondent pas à la réalité. Et troisièmement, les victimes sont aussi victimes une troisième fois parce que la sentence qui est prononcée par les juridictions est absolument en dessous de ce qu'elles pouvaient attendre en termes de réparation morale et de réparation de justice sociale qu'on leur doit. Bon, voilà. Alors, et là, combien ça coûte la vie? Oui. C'est une bonne question. Parce qu'on ne paye pas assez aujourd'hui, puisqu'il y a un fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, mais vous dites que les chiffres donnés, par exemple sur les homicides, ça tourne autour de 50 000 €. Et voilà. vous contestez cette moyenne de 50 000 € accordée par ce fonds de garantie? Je les conteste, ils sont bidonnés, ils sont faits en sorte
que quand l'État se substitue à telle ou telle mise en cause responsable pécuniairement, puisse en verser le moins possible au terme d'un parcours du combattant qui, encore une fois, est absolument un scandale vécu par les victimes et elles sont toutes là-dessus convergentes. Et alors qu'on connaît ces chiffres. Parce que vous avez trouvé des barèmes. J'ai trouvé les barèmes. Réalistes. J'ai trouvé les barèmes. Alors, c'est pas qu'ils sont réalistes, c'est qu'ils sont scientifiques. Scientifiques. Ils sont scientifiques. Et là aussi, c'est une petite curiosité de mon enquête. C'est que la direction de la sécurité routière, pour revenir à elle, a réfléchi depuis longtemps à se dire, mais finalement, que coûtent à la nation les personnes qui se font tuer sur la route ? Et pourquoi je fais ce calcul et pourquoi je commande ce calcul à des scientifiques, à des économistes ? C'est parce que j'ai besoin d'aller justifier à Bercy un budget de la sécurité routière qui puisse venir dire « Voilà ce que ça nous coûte les accidentés de la route. Donnez-moi au moins ça comme budget de fonctionnement, de communication, de moyens d'existence. » Parce que finalement, si nous n'avions pas au moins un petit budget pour défendre une politique de sécurité routière, ça pourrait coûter encore plus cher à la nation. Et alors, ils ont en 1991 d'abord, puis ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, confié à des économistes qui se sont référés en réalité aux travaux internationaux qu'avaient menés particulièrement les Britanniques et surtout les Américains, du vrai coût de la vie humaine. Finalement, le préjudice aussi pour la société, là, pas seulement les proches. Exactement. On parlait de la réparation pour les proches, mais il y a aussi la question du manque à gagner d'une certaine manière, on peut appeler ça comme ça pour la société. Bien sûr, parce qu'un individu, évidemment, rapporté à sa nation, donc bien sûr, qui, elle, se traduit en produit intérieur brut, a une certaine valeur. Toute personne, évidemment, est un contribuable, un travailleur, une personne qui va payer des cotisations sociales, une personne qui va enrichir, et lui apporter une valeur ajoutée. Oui. Baudin, c'était ça. Oui. Il y a de richesse que d'hommes, disait-il. Il y a de richesse que d'hommes. Et bien sûr qu'il avait bien aperçu le problème. Il n'avait pas la science économique pour le faire. Aujourd'hui, on l'a. Il y a des modèles, il y a des modélisations. Elles sont d'ailleurs différentes par pays parce que c'est fonction de la richesse économique de chaque pays. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce qu'on découvre dans des documentations de la direction de sécurité routière, mais qui se passent un peu sous les radars, pour le coup. On ne passe pas, nous, souvent sous les radars des limitations de vitesse, mais là, c'est un chiffre qui passe sous les radars vraiment. Et on arrive à un calcul qui est stupéfiant. C'est qu'on sait aujourd'hui qu'en 2023, le prix d'une vie humaine sacrifiée sur la route fait perdre à la nation 6 441 000 euros. Bon. Alors, on ne va pas dire c'est ce que coûte la vie humaine. Ce n'est pas exactement ça. Pour les parents de Philippine, elle n'avait pas de prix. Elle n'avait pas de prix et elle ne gardera pas de prix. Bon. Mais s'il faut pouvoir infliger à titre de sanction contre les auteurs des actes d'homicide, qui revient à être l'État dans ma conception que je propose d'adopter, qui est celle d'une obligation de sécurité de résultat, je mets une amende à l'État de 6 441 000 euros et je la fais verser à la famille des ayants droit de Philippine. D'ailleurs, pas que de Philippine. Donc Philippine, cette jeune fille qui a été assassinée dans le bois de Boulogne, étudiante à Dauphine. Je fais référence à cette affaire qui a beaucoup ému. Je vais en citer une parce que vous êtes sur une radio qui est sensible à la question des SDF. Alors évidemment, les SDF, on ne parle pas d'eux. On s'en fiche un peu. Mais c'est le propre de la société. Il y a un SDF, par exemple, auquel je voudrais aujourd'hui rendre hommage, c'est Émile. Vous voyez, j'ai même son nom de famille. Bon, je ne vais pas le donner. Il avait 39 ans. Et il y a une personne très mal intentionnée, Lévis, un immigrant qui a été visé sur interdiction d'être en France sous OQTF, qui a jeté un parpaing au-dessus de sa tête. Oui. On a vu, et il y a eu des images d'ailleurs. Voilà, sur les réseaux sociaux. Cette affaire a fait des tours sur les réseaux sociaux parce qu'une caméra de vidéosurveillance avait filmé la scène. Eh bien, Émile, je lui rends hommage. Je trouve que également Émile a l'exemple typique d'un homicide qui n'aurait jamais dû avoir lieu, car si, et j'emploie le mot si, bien sûr, à bon escient, s'il n'y avait pas eu la somme des défaillances de la sécurité dont l'État est responsable, Émile serait aujourd'hui en vie. Parce que chacun des actes qui sont ceux de l'auteur de la fin de ses jours sont des actes pour lesquels l'État aurait eu à avoir des comptes à rendre et n'en rendra pas. Et la vie d'Émile ne sera pas remboursée à hauteur de 6 441 000 euros
que lui aussi valait, car cette somme est très intéressante au plan anthropologique et philosophique. Nous valons le même prix. Oui. Nous valons le même prix. Quel que soit notre âge, notre sexe, notre race, notre religion, nous valons le même prix par rapport, à l'enrichissement de notre nation. Oui. Alors, vous avez fait tout un calcul. Je vais le résumer. On va bientôt faire la deuxième pause musicale sur ce coût socio-économique de l'insécurité. Et on en parlera juste après la deuxième chanson. Vous avez additionné donc les coûts de la sécurité intérieure, les charges de la dépense publique de sécurité, comme on dit, avec les ministères de l'Intérieur, de la Justice et autres ministères concernés. Vous avez calculé les dépenses des collectivités, donc principalement les communes, par exemple les polices municipales. Vous avez additionné aussi des coûts cachés, plus la valeur de chaque vie, effectivement, et vous avez estimé un coût socio-économique de la sécurité entre 169,1 milliards d'euros et 176,1 milliards d'euros en 2020. On en parle après la deuxième pause musicale. Alors on va écouter un grand classique, là c'est Starmania. On va tous trembler en écoutant Daniel Balavoine chanter « Quand on arrive en ville ». Tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs. C'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honneurs. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. On arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville. On n'a pas le temps là-dedans d'avoir content. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant. Quand viendra l'an 2000, on aura 40 ans. Si on vit pas maintenant, demain il sera trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va peut-être tout casser. Si vous allez danser, ne rentrez pas trop tard de peur qu'on égratigne vos jaguars. Préparez-vous pour la bagarre. Alors, chers auditeurs de KTO, nous nous retrouvons donc pour la troisième partie de l'émission Question Écho. Je reçois aujourd'hui Christophe Ehoche Duval, conseiller d'État, qui nous parle du prix de l'insécurité, qui est le titre de son dernier livre paru en septembre 2024 aux éditions Erol. Et nous parlions juste avant d'entendre Daniel Balavoine et Starmania du coût socio-économique. Là encore, rien n'était consolidé, donc vous avez enquêté, vous avez fait des additions. Un haut fonctionnaire sait faire ça, donc merci aux fonctionnaires d'avoir ce savoir-faire, et vous avez pu vous faire cette consolidation, et votre estimation c'est entre 169 et 176 milliards d'euros, c'est-à-dire environ 7% de notre produit intérieur brut. Pour vous, c'est le coût socio-économique de l'insécurité. Voilà, donc, deuxième constat, après avoir découvert, moi-même stupéfait, que l'État n'avait pas d'indicateur sur le nombre d'homicides volontaires et involontaires additionnés de manière fiable, je me suis rendu compte, mais est-ce qu'à ce moment-là, le ministre de l'économie ou les ministres de garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur ont aussi un indicateur qui leur dit combien ça coûte aux Français, combien ça coûte aux contribuables, combien ça coûte à la nation.
Parce que finalement, il y a peut-être de l'argent mieux placé et mieux investi dans l'éducation. Vous vous dites effectivement, vous arrivez à mon résultat. Je vais expliquer rapidement comment j'y parviens. Mais Comment vous avez fait, oui. je renvoie plutôt les lecteurs, bien sûr, à la lecture du livre. 7% du PIB, ça va peut-être rien leur dire. Mais la comparaison, c'est toute l'éducation, depuis l'école primaire jusqu'à l'éducation universitaire et de recherche, c'est 10 points du PIB. Voilà. Donc, vous voyez, 7, 10. Le déficit budgétaire, c'est 5, je crois. Ça, c'est une autre question. Donc, c'est plus que le déficit budgétaire. Donc, justement, quand on est dans des périodes de vaches maigres, où il faut serrer les vis partout, eh bien, on fait attention où passe l'argent. Oui. Et quand, effectivement, on pilote une politique de sécurité intérieure qui, encore une fois, n'a pas l'indicateur du nombre d'homicides, n'a pas l'indicateur de ce que ça coûte, ça veut dire qu'on a une politique qui va à volo, qui n'est absolument pas pilotée. On surfe sur la vague, affaire après affaire, gouvernement après gouvernement, titulaire de la place Beauvau comme de la place Vendôme, après titulaire de la place Beauvau, de la place Vendôme. Tout ça ne peut pas avoir une constante et des résultats. C'est pas vrai. Alors, je me suis dit, mais forcément, la Cour des comptes calcule le coût de l'économie. Mais pas du tout. La Cour des comptes, d'abord, on ne lui a jamais posé la question, et c'est une grave erreur. On devrait lui demander et lui commander que tous les ans, elle rende compte au Parlement du coût global de la sécurité, ou de l'insécurité, ça veut dire comme on peut dire. Oui. Comment s'y prend-on ? Moi, j'ai dû évidemment faire avec des calculettes, et probablement j'ai une part d'estimation, et je renvoie mes détracteurs à signer avec moi une pétition pour réclamer que la Cour des comptes soit chargée chaque année de ce calcul. J'ai additionné. D'abord, il y a les coûts publics. Les coûts publics sont ceux qui sont peut-être les plus faciles à trouver. C'est les budgets. Encore qu'il faut procéder à des évaluations, parce qu'à l'intérieur, bien sûr, des budgets des ministères, principalement de la justice, deuxièmement de l'intérieur, et ensuite des ministères techniques. Parce que dans la justice, par exemple, il n'y a pas que la justice pénale. Et oui, quelle est la proportion de temps consacré par un juge aux affaires pénales de mon tribunal correctionnel par rapport, je suis affecté à plusieurs postes, par rapport à celle des affaires civiles. Donc il faut procéder à des calculs d'estimation. Moi, je n'ai pas les moyens de la Cour des comptes de le faire, mais je suis parvenu à des chiffres. D'une part, l'insécurité, le coût de toutes les administrations publiques, c'est un coût d'environ 32 à 33 milliards d'euros. Après, il y a le coût des marchés privés de la sécurité, parce que finalement, on a eu beau se confier à l'État de se charger pour nous notre sécurité, la vérité, c'est que c'est pas suffisant. Oui, parce qu'il y a une sécurité privée, c'est un gros marché en France. Et s'il y a des bleus qui se promènent dans la rue, mais je suis quand même obligé de payer une entreprise de sécurité qui va me faire mettre des serrures, peut-être préciser aux auditeurs, donc là, c'est le coût socio-économique de la sécurité. Donc c'est pour la société, pas seulement pour les finances publiques. Et puis enfin, à ces coûts, les économistes connaissent bien ça, c'est les coûts directs. À ces coûts directs, on doit ajouter ce qui s'appelle les coûts indirects. Les coûts indirects sont encore là, malheureusement plus difficiles encore à mesurer, mais sont très très conséquents. Les coûts indirects, c'est ceux, comme on l'évoquait tout à l'heure, du coût de la vie qui s'ajoute évidemment, c'est-à-dire une perte de vie humaine, des préjudices personnels, corporels, etc., affectifs, moraux, etc. Vous avez été victime d'une insécurité dans la rue, il est probable que vous allez prendre des arrêts maladie et que ça va coûter à l'assurance maladie. Il est probable que vous allez être moins performant à l'entreprise va se rendre compte, peut-être qu'elle va accepter ça, mais voilà. Tout ça se calcule, je ne rentre pas dans les détails, c'est assez complexe. J'aboutis à ce chiffre faramineux que j'arrondis à 180 milliards. Voilà ce que la sécurité ou l'insécurité coûte à la France. Là aussi, cet indicateur devrait être obligatoirement communiqué tous les ans au Parlement, parce que c'est sa diminution. C'est sa diminution qui est aussi un indicateur de performance, non seulement de la réduction du nombre des homicides, mais de la réduction tout simplement du coût qu'on y consacre. Ou alors, en tout cas, de consacrer à bon escient les moyens. Aujourd'hui, on est dans une politique à vue. Voilà, on est comme le capitaine d'un navire qui ne voit pas devant lui. Il y a des icebergs et probablement on va en prendre plein la figure. Et à chaque fois, on en prend à chaque fois. Et vous avez voulu dissiper le brouillard. Donc, quelqu'un pourrait faire l'objection, vous vous rendez compte, si vous donnez 5 millions à chaque victime, là, on n'a déjà plus de sous dans les caisses. Mais vous dites, au contraire, en fait, une politique de sécurité publique va faire des économies à la société. Alors, c'est évidemment un pari que je ne peux pas démontrer, sauf par l'expérience. C'est-à-dire que, oui, effectivement, c'est un coût que peut-être à la fin, la collectivité va mutualiser. Ça, c'est certain.
Mais d'abord, c'est un acte de justice sociale, il ne faut pas l'oublier. 2, je le vois comme une sanction, comme une punition, je emploie le terme volontairement, une punition de la faute commise par l'État dans sa défaillance, en quelque sorte, d'une règle de sécurité qu'elle aurait dû. Mais si on regarde le secteur privé, mais dans le secteur privé, les objections qu'on me fait pour le secteur public sont déjà parfaitement admises et incorporées pour le secteur privé. Il est évident que le secteur privé participe aussi à l'indemnisation des victimes s'il y en arrive, qu'elle incorpore dans ses prix de revient, que c'est quelque part le consommateur ou l'usager de la SNCF qui, dans son ticket de SNCF, évidemment, bien sûr, a des centimes additionnels qui sont mis de côté. Les accidents du travail. Exactement. Etc. Donc, le problème était le problème était uniquement la même ordre de choses, le même ordre d'idées. C'est effectivement aussi les clients qui supportent ce que les entreprises payent en cas d'accident. Mais, le mais est très important, c'est que tout démontre, aussi bien évidemment en France que dans le reste des autres pays du monde, c'est qu'à chaque fois que les entreprises se sont vues obligées par les jurisprudences ou par les lois à ce qu'on appelle l'obligation de sécurité de résultat, mais ça a donné des résultats. Parce qu'en économie, on n'est pas tout à fait masochiste. Et donc les entreprises ne cherchent pas à faire en sorte qu'elles vont exploser en coûts de justice pour payer le juste prix de la perte de vie humaine d'un client, d'un salarié, d'un usager. Elles ne sont pas folles au point de dépenser des sommes infinies de compagnies d'assurance qui, bien sûr, prennent en charge souvent à leur place ces frais, mais qui se répercuteraient en augmentation de police d'assurance. Donc, oui, il y a moins d'accidents de travail graves, par exemple, dans l'industrie. La science économique a parfaitement montré le caractère vertueux de l'obligation de sécurité de résultat dans le secteur économique et privé. Donc c'est ce que vous réclamez pour l'État. Eh bien, c'est ce que je réclame parce que c'est ce que sera Parce que c'est ce que l'État demande aux autres. Eh bien, c'est ce que l'État d'abord demande aux autres. Lui, il ne s'applique aucune règle de responsabilité et de responsabilisation. Le jour où, tous les ans, le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, justifieront du montant qui a été versé par la nation pour indemniser des homicides, il y aura leur copain de Bercy qui leur dira « Dis donc, fais un peu des efforts, ou fais faire des efforts aux policiers, aux justices, aux magistrats, peu importe, etc. Mais il est moyen parce qu'il faut que ça réduise cette somme. Il faut qu'on réduise cet effort qui est juste, mais qui n'a pas de sens s'il est une espèce de ligne ouverte de crédit. Non, il n'y a pas de ligne ouverte de crédit, il y a des efforts à faire. L'État aujourd'hui n'est pas dans une politique de performance, d'amélioration, de qualité, politique de qualité, et je ne vois pas pourquoi la sécurité n'obéirait pas au principe de performance, de qualité et de résultat. Est-ce que vous allez jusqu'à prôner un droit opposable, en quelque sorte ? Ah, mais c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ce que je souhaite, et je voudrais qu'évidemment, bien sûr... Un droit opposable, quoi ? À la vie, à la sécurité ? D'abord, le droit opposable à la vie, à l'État, évidemment, est parfaitement exigible. Dès lors que c'est le contrat social qui nous a demandé de passer, et je ne conteste pas l'existence de ce contrat social, contrairement peut-être aux États-Unis qui peuvent avoir d'autres cultures dans lesquelles on considère que les citoyens peuvent s'armer pour se défendre, c'est pas le cas et c'est pas le choix politique et philosophique qui est fait en France. Donc si l'État nous assure la sécurité, il nous la doit en contrepartie. Oui. Et c'est une contrepartie des impôts qu'on paye d'ailleurs, qui sont de plus en plus élevés. Exactement, car environ 32 milliards sont passés, partent justement pour assurer cette sécurité. Plus, on arrive à 180 milliards. Voilà ce que nous consacrons. Pour quel résultat ? Aujourd'hui, je ne veux pas employer les expressions d'ensauvagement, d'endiablement, etc. Mais attention... les indicateurs de la violence mortifère marquent, à mon sens, une forme de rupture anthropologique. Nous n'avons plus, une fraction de notre population malheureusement, n'a plus le respect du commandement, tu ne tueras point. Et ça renvoie à des réflexions, j'allais dire, qui peuvent rejoindre celles de votre radio, sans doute. Tu ne tueras point, c'était un traceur anthropologique fort, j'allais dire interreligieux, qui se délite, car quand la personne, par exemple, dans les refus d'obtempérer que l'on voit de plus en plus fréquemment, n'a plus la conscience de prendre le risque de tuer et renverser un policier, c'est le signe que pour lui, la valeur de la dignité humaine est égale à zéro. Oui.
Alors, parmi, donc, vous voulez des chiffres. Alors, la Cour des comptes, ce serait son boulot. En fait, vous avez fait le boulot de la Cour des comptes, Christophe Duval. Alors, j'ai fait le boulot et de la en plus, Cour des sur comptes. votre temps libre et sans être payé par l'État. Mais la Cour des comptes, est-ce qu'elle peut se saisir elle-même d'un sujet? Ou il faut qu'elle soit saisie? Elle pourrait s'auto-saisir du sujet. Vous savez que Pierre Moscovici a ouvert la possibilité pour les citoyens, sur forme de pétition sur le site internet de la Cour des comptes, de demander des sujets. Alors d'ailleurs, au passage, vous avez fait référence à un précédent essai que j'ai fait sur l'inflation normative. Oui. Et alors, une association, Contribuables Associés, a eu l'idée de rebondir sur mon livre et de faire une pétition pour demander à la Cour des comptes une étude l'année prochaine sur le coût des normes administratives. Et cette pétition a reçu le plus de soutien possible. Et paraît-il, m'a-t-on dit, que la Cour des comptes s'est sentie obligée d'inscrire ce programme cette idée à son programme de 2025-2026. Donc ça montre qu'elle pourrait le faire. Mais moi, je suis pour, dans un système parlementaire et démocratique, c'est au Parlement de demander à la Cour des comptes de lui rendre compte chaque année de ce coût de l'insécurité. De même que je réclame que ce soit l'Institut national d'études démographiques qui rende compte au Parlement chaque année du nombre des homicides volontaires et involontaires. Parce que, quand même, que ce soit des autorités publiques et indépendantes, comme la Cour des comptes ou comme l'INED, qui le fassent, donnera du crédit et du poids à un autre phénomène qui est le relativisme sécuritaire. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a le relativisme sécuritaire qui règne partout en France? C'est parce que, quelque part, l'État s'est donné des bâtons pour se faire battre. En ne donnant pas les vrais chiffres de l'insécurité, il crée en quelque sorte le risque que des extrêmes des deux bords vont s'en emparer pour en tirer des interprétations divergentes. Oui, alors ça ne peut pas être un motif légitime pour ne pas aborder une question aussi importante. Et vous réclamez également une autorité publique chargée d'évaluer de manière indépendante les politiques publiques de sécurité intérieure. Alors Christophe Duval, c'est l'heure de nous quitter. Ça passe vite, 55 minutes finalement. Merci pour tous ces noms. Merci de nous avoir éclairés sur cette question du coût socio-économique de l'insécurité. Merci à votre radio de participer à ce débat public. Oui. Alors Catherine de la rue du Bac, sur Internet, on trouve facilement les informations pour voir dans quelle paroisse c'est joué. Alors on peut s'adresser à la rue du Bac pour demander bien sûr à entrer en contact avec nous. Mais voilà, si des paroisses sont intéressées, c'est vraiment un spectacle très, très revigorant et très roboratif et c'est très important parce que le message de la Vierge en 1830, c'est extraordinaire, c'est un message plein d'espérance, plein d'espoir. Et voilà, et je ne peux qu'y encourager des auditeurs à prendre contact avec nous là-dessus. Comme on a traité un sujet lourd aujourd'hui, je suis content qu'on puisse terminer sur ce message d'espérance de la rue du Bac. Et dans une période très trouble aussi de notre pays. Et dans une période difficile, il est vrai. Merci beaucoup Christophe Duval. Merci beaucoup chers auditeurs de KTO Radio de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouvera bien sûr le mois prochain pour une prochaine édition de Questions Écho. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémar avec la revue Capital Social.